Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television at Yambo. Bon après-midi. Merci, Chinol Senazé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce drame en ouverture de ce journal. Le sang encore coulé sur la route. Après le drame survenu à la falaise de Djon, 2 personnes ont été brutalement arrachées à la vie. De renacement de la circulation survenu au niveau de Bandinkane, précisément à Baganté, dans le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Un gros porteur de l'agence Charter Voyage a fini sa course dans un ravin après plusieurs tonneaux. Le point dans ce reportage de Jérôme Narcisse Sobzi. Des images qui témoignent de la profondeur du choc. Ce but de l'agence Charter Express a fini sa course dans ce ravin ce lundi 21 juin 2021 aux environs de 14 heures après plusieurs tonneaux. Le drame s'est produit dans un quartier de Banganté appelé Bandinkane, notamment sur le national numéro 4. En promenade à Yaoundé avait à bord 70 personnes. Ce véhicule s'est rendu à Konsamba dans le Mungo. Selon les premiers témoins, ce camion coincé dans cette position et qu'on tentait de remorquer serait à l'origine de cet accident. Le bus de l'agence Charter Express, qui d'après toutes sources roulait à tombeau ouvert et sous une pluie battante, malgré les pertes de signalisation, n'aura malheureusement pas le temps de freiner, percutera tout d'abord ce gros porteur de l'agence Binan Voyage avant de finir sa course dans ce ravin. Trouver le Binan qui est venu garder devant parce qu'il a vu qu'il y a un obstacle devant. Et lui il vient seulement pour doubler. En doublant, il y a une voiture qui est montée. Et quand il menace sur Binan, c'est pour jeter en bourse. Sur les lieux du drame, 2 femmes perdront la vie. Rendus aux cliniques de l'UDM où ont été évacués tous les blessés, le bilan est aussitôt fait. Mais nous avons reçu au moins 70 blessés et parmi les 70 blessés, les jours des uns et des autres ne sont pas en danger parce que nous essayons de stabiliser tout le monde pour qu'une prise en charge globale puisse être faite au bloc opératoire. Bon, il est à signaler également qu'il y a quelques cas qui nous inquiètent réellement parce qu'il y a des cas de fracture du bassin. Bon, donc nous attendons avec le chirurgien ce qu'on va faire au niveau du bloc opératoire. Aussitôt informé, le préfet du département d'Undé, Ernest Ewango Boudou, est venu s'enquérir de la situation. Nous nous sommes rendus, on a constaté qu'il y avait 2 corps, une jeune dame et une maman, et pratiquement une 60aine de blessés. Bon, parmi les blessés, tels que les médecins nous ont dit au niveau de l'hôpital, il y a 18 dont les cas sont un peu préoccupants, c'est-à-dire 18 cas graves, mais le reste c'est des blessures légères. Au moment où nous quittions les lieux, cet enfant, âgé d'environ 3 ans, se retrouve sans parents. Une enquête est désormais ouverte afin de dégager les responsabilités des uns et des autres. Et dans la capitale économique Douala, 10 présumés trafiquants de drogue mis aux arrêts par les éléments de la police. Ils ont été pris en flagrant délit de possession d'un stock de stupéfiants, précisément en Ngwele, dans le 4e arrondissement. Le reportage d'Innocent Abega et Sézingding. Tout est parti d'une patrouille de routine qui aboutira à l'interpellation d'un dealer. Ce dernier, après exploitation, donnera des informations aux éléments du groupement mobile d'intervention GMI sur un réseau de trafic de drogue dans l'arrondissement de Douala 4, au lieu d'Ingwele. Immédiatement, le commandant du GMI, sous instruction du délégué régional de la Sûreté nationale, va mettre en branle la BAC, la brigade anticriminalité du GMI, pour une descente sur le site. Une opération musclée qui nécessite une préparation minutieuse qui se fera entre 4h et 5h du matin. 6h, le commandant Awa et ses hommes de la BAC débarquent sur les lieux. Une fois sur place, un premier domicile est identifié comme suspect par les hommes de la BAC. À l'intérieur, la fouille commence. Le domicile est passé au peigne fin, même les endroits les plus improbables. À la clé, la découverte de cristaux de cocaïne et un sachet contenant des pièces de monnaie, a priori une partie de la recette des ventes de la drogue, ainsi que des objets probablement issus de contrebande. Des individus manifestement sous l'emprise de psychotiques sont interpellés. Parmi
le présumé chef de gang, un dénommé Paolo, déjà sous le coup de 18 mois d'emprisonnement à la prison centrale de Newbel, dont il n'a purgé que la moitié. Dans leur opération de ratissage de la zone, les éléments de la BAC découvrent un autre fief utilisé par les junkies pour consommer la drogue à l'abri des regards. Là aussi, il faudra une fouille approfondie pour mettre la main sur leur butin. Pendant ce temps, des mouvements suspects sur un autre domicile de la zone attirent les regards des éléments de la BAC, un domicile qui appartiendrait au chef de gang. À l'intérieur, tout l'immeuble est passé au crible, mettant à nu les cargaisons importantes de cannabis, d'objets volés et d'armes blanches. Mais c'est dans l'une des douches que le gros du potoro sera découvert. Donnez-nous la clé. Une fois la fouille terminée, les individus interpellés ainsi que les objets saisis et la drogue sont embarqués sous le regard stupéfait des riverains qui ignoraient tout du sombre business qui se tramait à leur nez et à leur barbe. Une fois à Bonanjo dans les locaux du groupement mobile d'intervention, la dizaine de trafiquants dont l'âge oscille entre 23 et 36 ans, ainsi que leur butin, est présenté devant les médias. Nous avons donc pu mettre la main sur tous les intervenants de cette chaîne. Nous avons interpellé 10 suspects, parmi lesquels un certain Goupol, qui, étant en prison, réussit l'exploit d'organiser ce genre de commerce. Nous avons saisi également 4 sacs de chanvre indien, 20 ballots de chanvre indien, 108 paquets de cocaïne, 2 paquets de tramadol, 6 machettes, 2 poignards, 2 bouteilles à gaz, 4 ventilateurs, une moto, 2 ordinateurs portables et un carton de whisky frelaté. Un coup de filet au cours duquel le commandant du GMI a de nouveau martelé la volonté de traquer les fauteurs de troubles jusqu'à leur dernier retranchement. Nous devons permanemment occuper le terrain et repousser ces malfaiteurs dans leur dernier retranchement. Cette brochette de trafiquants, elle, sera confiée aux bons soins de la police judiciaire. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal à Yaoundé, évoquant la célébration de la journée mondiale de la musique. Des artistes musiciens camerounais sont allés exprimer leur colère en remettant un mémorandum au Premier ministre chef du gouvernement pour revendiquer un statut des artistes en vue d'une éventuelle amélioration de leurs conditions de vie. Rodrigue Ngassi et Guizogo. La fête de la musique 2021 rime avec la colère des artistes au Cameroun. Regroupés au sein du collectif 021 juin 2021 sans musique, ils ont plutôt choisi de faire tenir au gouvernement un mémorandum sur le statut de l'artiste au Cameroun. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la capitale, après l'escale du ministère des Arts et de la Culture, ils ont afflué au Premier ministère avec l'espoir de remettre leur mémorandum au Premier ministre en main propre. Dans les services donc de la primature, les artistes font face aux forces de sécurité. Et lui, vous remet une décharge pour attester que vous avez déposé un mémorandum à son niveau où il reste. C'est ça la procédure chez nous. Donc il n'y a pas possibilité de rencontrer. Faute de pouvoir rencontrer le Premier ministre, ils vont se résoudre à déposer leur mémorandum à l'attention du chef du gouvernement. Puis ils exécutent l'hymne national. Pour les artistes, c'est déjà un point de gagné
d'avoir pu déposer leur mémorandum. 021 juin 2021, Sans Musique a réussi administrativement parce que nous avons accompli notre promesse. Nous avons déposé le mémorandum au MINAC et au Premier ministère. Nous sommes là avec tous les artistes parce que nous voulons que le statut de l'artiste sorte des bureaux où c'est bloqué et que ce soit validé par le gouvernement et la législation du pays. Mais ils considèrent surtout qu'il s'agit d'un test avant d'envisager une autre étape dans leurs revendications. Ce n'est que le début, donc nous attendons le retour. Nous avons engagé la procédure. Maintenant nous allons vérifier la bonne foi des institutions qui ont reçu notre correspondance. Nous verrons par leur bonne foi, nous verrons à quelle étape passer pour la suite. Au Cameroun, la question du statut de l'artiste s'apparente à un véritable serpent de mer, la question étant évoquée depuis plusieurs années sans pour autant être solutionnée. Il est désormais question d'un statut des artistes en cours d'examen par des experts au ministère des Arts et de la Culture. La question du financement et de l'amélioration de l'habitat au cœur des préoccupations de l'Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique, organisme qui regroupe 43 pays dont la mission principale est le financement des projets liés au logement. C'est le Premier ministre Joseph Djangouté, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, qui a ouvert les travaux d'hier lundi dans la cité capitale. Il a saisi l'occasion pour revisiter la politique camerounaise de construction des logements et d'amélioration de l'habitat dans un contexte sécuritaire et sanitaire difficile. Écoutons donc à présent cette réaction de Joseph Djangouté. Le Cameroun, tout comme plusieurs pays africains, fait face au défi de la mise en place des logements décents dans un contexte marqué par l'insécurité, la croissance rapide de la population et la crise sanitaire. Il est urgent d'adresser la problématique de l'habitat décent et abordable à travers des projets développés dans le cadre du partenariat public-privé. La solution réside également dans la recherche des méthodes de construction alternatives, la promotion d'un environnement propice à la production locale des matériaux nécessaires, ainsi que la mise en place de mécanismes innovants de financement. L'Assemblée générale de Shelter Afrique, qui démarre ce jour, définira des perspectives importantes. Elle matérialisera par ailleurs l'engagement de l'institution financière à œuvrer à la résolution des problèmes d'habitat auxquels sont confrontés les États membres. Dans le cadre de son projet de construction de 10 000 logements sociaux, le Cameroun a déjà réalisé 2660 unités. Beaucoup reste à faire. Pour y parvenir, l'accent est mis, suivant les très hautes directives du chef de l'État, sur la décentralisation. Il s'agit d'un des lieux importants pour décongestionner les villes tout en renforçant notre résilience. Et sur le chemin de la CAN 2022 au Cameroun, mettons le cap sur l'Éthiopie, à la création des premiers clubs et en plein chantier d'organisation et structuration du championnat semi-professionnel, l'Éthiopie est attaquée par l'armée du fasciste Benito Mussolini, ce qui retarde justement le projet sous le règne de Négus Haï, donc jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Jean-Paul Chuniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. À partir de 1930, la fièvre du football n'épargne plus un seul pays africain, avec des équipes qui naissent par-ci par-là, malgré la détermination affichée des colons blancs à manœuvrer dans l'ombre pour garder la main mise sur un sport pratiqué désormais par le plus grand nombre de Noirs. Tenant à apprivoiser ce ballon de foot qui rebondit un peu partout sur le continent, le Négus Haïlé Sélassié, à peine au pouvoir depuis le 3 avril 1930, voit son pays attaqué
le 3 octobre 1935 par l'armée italienne du fasciste Benito Mussolini. Ce néo-impérialiste a hâte d'annexer l'Éthiopie pour laver la déculottée subie à la bataille d'Adowa le 1er mars 1896 sous le règne de l'empereur Ménélique II. Popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile, formidabile, che può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche l'andare del tempo. Ayant ainsi violé le traité d'Addis Abeba du 26 octobre de la même année, consacrant l'indépendance de ce territoire de la Corne de l'Afrique, l'armée du Négus Haïlé Sélassié tient bon jusqu'à l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, le 1er septembre 1939. Caricate, puntate, attenzione che stanno vedendo. Avanti! And an American radio man introduces the Emperor, especially to America. Hello, America. This is Addis Ababa. He defends his country's cause, calls upon the world to stop the war, and declares that Ethiopia is firmly for peace. Le peuple éthiopien est fermement attaché à la paix, mais il est en même temps a nation praying for peace but ready to fight to the last. Rome deciding war. L'Éthiopie tord sans rompre jusqu'à l'arrivée des troupes britanniques, belges et la première division française libre. Addis Abeba est libérée le 5 mai 1941. Le monde en guerre perturbe toutes les activités, y compris les compétitions internationales, avec l'annulation des Jeux Olympiques de 1940 prévus au Japon et la 4e Coupe du Monde de football de 1942. Même après le départ des troupes de Benito Mussolini de l'Éthiopie, la communauté italienne cantonnée à Addis Abeba manifeste toujours son racisme, redoutant de perdre la supposée supériorité illusoire sur les Noirs. Une fois le conflit mondial terminé en 1945, les Italiens n'ont de choix que de revenir à de meilleurs sentiments. L'équilibre de la terreur fait désormais régner la paix et les Italiens jouent régulièrement des matchs contre des clubs locaux de l'époque. Relate l'homme d'affaires éthiopien Tadele Tessema, dont le père fut sociétaire du club de Saint-Georges d'Addis Abeba. Once the country was liberated, the youth under the leadership of à la libération du pays, la jeunesse et les élites convinced the Italians réussirent à négocier un match entre Saint-Georges et les résidents italiens d'ici. Ce fut un tournant décisif dans l'histoire du football éthiopien. Les matchs se sont multipliés par la suite contre Grecs, Arméniens, entre les groupes de toutes les obédiences ethniques et religieuses. Du moins, la Deuxième Guerre mondiale tirant à sa fin, l'Éthiopie lance en 1944 son championnat national semi-professionnel à 16 clubs. Et en 1947, l'équipe nationale est créée et baptisée les Walia Antilopes. À la signature de l'armistice le 8 mai 1945, mettant fin à 5 années de guerre, le football va désormais ouvrir la voie à la décolonisation dans des guerres d'indépendance. Exemple la tache d'huile, la lutte des Noirs pour leur affranchissement dans une Afrique du Sud raciale et le Front de libération nationale en Algérie. Vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Nonsen Nazir. Thank you, Nadzin Yambo. Good afternoon. Once again to your viewers, thanks for staying with us. 2 persons, a woman and a young girl, have died in another road accident that occurred in Bagante on the National Road number 4 in the West region. They are passengers of a 70-seater bus belonging to the Shatta Express that left Yaoundé in the Central region heading to Nkongsamba in the Mongo division of the Litoral region
At about 2 p.m. Monday, it ended its course in the valley as a result of overspeeding. Over 60 passengers of the bus that tumbled off the road to the valley sustained injuries and have been hospitalized in the hospital, where doctors talk of 18 critical cases. Local authorities descended to the accident scene and the hospital to take stock of the situation. We talk something else. More than 30 persons have been rendered homeless in Bende, a locality in Limbe, in the southwest region. At least 10 rooms in 2 compounds were destroyed by strong flames, whose origin is yet to be determined. The youth of the Bende neighborhoods acted as firefighters to quench the flames. It is alleged that each of the rooms contains at least 10 internally displaced people who were renting. The inhabitants are now calling on the Limbe City Council boss to start making use of the firefighting brigades they recently created. Over in the northwest region, Christians of the Presbyterian Church in Cameroon, that is PCC, in the top in Bamenda on Sunday, interrupted a church service waving peace plans denouncing the transfer of their newly inducted pastor, Reverend Mrs. Dashako Grace. They also took to the streets chanting songs saying no to a morning induction and evening transfer. According to the disgruntled congregation, her stay is very short as she was inducted just a few weeks ago. The disgruntled Christians marched to the presbytery secretary to table this main complaint or worry of theirs. The presbytery secretary plus to forward their complaint to the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, the Right Reverend Funky Samuel Foba. We stay in the southwest region now, where rights of human rights defenders are under threat. In the 2 English-speaking regions, some rights defenders are either arrested arbitrarily or tortured. Some legal minds meeting with rights defenders in the southwest region attempt to find out the problems resulting to the violation of rights of these human rights defenders. The Rejoto reports. Even the rights of human rights defenders are in the balance as the armed conflict rages on in Anglophone Cameroon. We have a lot of cases where people who have to defend human rights are being arrested, like journalists. We had a clear case of Samuel Wazizi, who died in military detention in Communicado. We have a lot of cases. We have a colleague, we have Barrister Enoben and Barrister Bono and Barrister Tunde. They were arrested and locked up in Tiko. You have other cases of lawyers who are being intimidated at a level of going to defend their clients. And Barrister Eno Benjamin, the Cameroon Bar representative in the Southwest region, point at where the problem is coming. Our judiciary is not independent, and if we work hard and carry out some reforms to reform our judiciary, to turn the judiciary from an authority into a power. And today the Movement for Democracy, Development for Transparency, MDDT, Cameroon, has brought together major players involved in the fight against human rights violation and law enforcement officers. Today's gathering is actually a roundtable workshop with the legal department, that is magistrates, and then we also have here present judicial officers and investigators, and then we have the Batonese representative and other seasoned lawyers that are here present for us to discuss freedom of expression and their role as in the promotion of human rights and the protection of human rights defenders. Being duty conscious in line with the laws in place can make the society better. Justice Lebon Mufo Chibili, Advocate General at the Southwest Court of Appeal, remarked at the end of the conference. We all have different roles. Even though we have different roles, our different roles are supposed to complement one another. And at the end of the day, we must be able to know where to draw the line. Platforms like this one are rare,
And it is hoped that MDDT Cameroon will organize such platforms in order to rescue human rights, which is observed as increasingly being eroded in Cameroon. Since the Southwest region awarded contracts based on project ideas, is reported to have brought some conflicts in the region among actors. So because the projects are hardly executed as they are started and abandoned in ruins. Some of the projects date 2018, as Derijato reports once again. The award of contracts based only on project ideas has landed the Southwest region into problems, as such projects are hardly realized. In fact, before 2018, most projects were project ideas, and so in the course of execution, it experienced a lot of difficulties. As a result, some projects were abandoned, some were partially executed, and these caused a lot of headaches to the disadvantage of the beneficiary population. It is against this backdrop that the Southwest Regional Delegation of Economy, Planning and Regional Development convened a meeting in Buea with the various stakeholders of the region on how to better implement the Prime Ministerial Decree of maturation of project. The Prime Minister came out with a Prime Ministerial Decree instituting this meeting, a meeting that has to do with the maturation of projects. Yes. When we talk of a project being mature, in a nutshell, you need to get to the field where the project is supposed to take place, come out with a cost estimate, come out with the feasibility studies, come out with the environmental impact studies, come out with the drawings that have to do with the project, and of course come out with the tender documents. These are all elements that will make that project mature. And these municipal authorities, while saluting the initiative, also call on the Cameroon government to sit up. One of the biggest recommendations from all mayors, or from most mayors, is that the government should tell us exactly what they will be sending to us. That is each ministry. We have the case of Mindever. We are sure that every year Mindever sends us 100 million. And with that amount, we can then plan what projects to use for that amount. And the insecurity on the ground too should be taken into consideration. The insecurity on the ground is, so much so that it tends to limit a lot of project maturation and project execution. Another reason is finance. We have a lot of constraints. The councils are facing so much financial constraint as at right now. It is therefore expected that in 2022 many projects will be realized in the region based on this maturation approach. That's it for this 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Nathan Yambo, à demain. Merci Chinon Senazé, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.